Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, parce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Encore sous le ciel bleu de Madrid. Et j'ai décidé que je voulais faire un genre de petit travel vlog sous forme de podcast de mon dernier mois à Madrid. Parce que quand je fais ça, Premièrement, ça me fait du bien, puis j'aime ça faire ça, parce que comme je l'ai déjà expliqué, le UPICA Podcast, c'est ma quête personnelle aussi, et ma quête personnelle et égocentrique vers ma meilleure performance, ou du moins mon meilleur moi en tant qu'athlète d'endurance. Puis quand je fais ce genre de choses-là, ben vous êtes nombreux à m'écrire que vous aimez ça, puis que vous êtes capable d'en tirer à travers mes expériences, des leçons pour votre propre pratique sportive. Fait que j'ai décidé de faire ça encore. Le podcast va sortir quand il va sortir, là, comme vous allez voir avec les nouveaux coins du geek, les entrevues avec athlètes. Le UPICA Podcast va comme devenir plus constant, peut-être plus gros, plus divers aussi. Puis la trame narrative à travers tout ça, ben, c'est que ça va être moi tout le temps. Ma grosse face de merde, puis c'est ça, mes histoires encore, puis c'est ça, ma quête vers ma performance ultime. J'ai pris des notes pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, mais je suis sûr que je vais dire n'importe quoi encore. Donc, en Espagne, encore une fois, pour la deuxième fois depuis le début de l'année, la raison est fort simple. Ma blonde a fait une formation ici, puis ça m'a amené à venir passer du temps ici avec elle, skipper l'hiver un peu. Et aussi le fait que j'ai la possibilité de travailler à distance, autant sur UPICA qu'au Studio SF. J'ai seté mes affaires spécifiquement pour être capable de ne pas avoir besoin d'être physiquement à un endroit. Puis ça fait longtemps que je cours après ça, après ce style de vie-là. Puis là, je crois que je suis arrivé proche de quelque chose qui était tout à fait possible. Puis ça me fait beaucoup de bien. L'hiver, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère avec depuis que je suis tout petit. Puis de pouvoir la skipper de temps en temps comme ça, je suis extrêmement reconnaissant, puis je me trouve extrêmement chanceux de pouvoir faire ça. C'est vraiment pas pour braguer, là. Je suis content de pouvoir faire ça. Puis aussi, le mois d'avril, mai, même si les températures se réchauffent au Québec, pour les sports d'endurance, c'est pas le best. Parce que il fait encore gris souvent, il pleut, la pluie froide, les trails sont boiteuses, les chaussées sont recouvertes de gravier ou de poussière. Très difficile de faire du vélo sans que ce soit dangereux, soit pour glisser ou les voitures qui ne sont pas encore habituées. Très difficile de savoir comment on s'habille. Parce que tu vas partir, tu vas avoir chaud dans les montées, puis là, tu vas avoir froid dans les descentes. Bref, puis à Québec, il y a vraiment beaucoup de vent. Fait que ça me faisait pas de la peine non plus de quitter pour cette période-là, donc pour un mois à partir de la fin avril. Et mes objectifs pour ce mois-là étaient de continuer à travailler fort sur mon vélo. Parce que dans ma quête de triathlon, le vélo, c'est vraiment ce que je crois qui est... Ben, en fait, pas ce que je crois, mais ce que je sais être ma faiblesse, parce que ça fait pas longtemps que j'en fais, mais aussi ce qui est le plus grand potentiel d'amélioration pour moi. Donc, l'objectif, c'était de continuer à faire du vélo. Fait qu'on avait des belles fins de semaine. Je vais vous parler de ça après. On avait des belles fins de semaine de vélo de planifier. Continuer à m'améliorer là-dessus, donc continuer à faire, oui, des longues sorties, comme je vais vous parler tout à l'heure, mais aussi continuer à faire du trainer, parce que je crois vraiment que le trainer, c'est ultra précis, puis vraiment, vraiment bon et bénéfique. Si t'aimes ça, évidemment, puis moi, j'adore ça, j'adore le trainer, j'adore le tapis roulant, ça me permet de me mettre le cerveau à off, puis juste m'entraîner. Fait que je voulais continuer à améliorer le vélo, principalement. Je voulais continuer à me remettre en shape de natation en raison de 3 fois par semaine. Ça, c'était ce que je faisais dans les 2 mois où est-ce que j'étais au Québec. 3 fois par semaine, 4000 mètres par entraînement à peu près. Fait qu'à peu près 12 000 mètres par semaine.
Ce qui est, selon mes calculs, assez pour continuer à... Je veux pas dire m'améliorer parce que c'est drôle parce que en natation, c'est fini l'amélioration dans le sens où genre, je deviendrai jamais au niveau que j'ai déjà été, mais m'améliorer par rapport au niveau que j'étais cette année. Fait que, en tout cas, 12 000 mètres, c'était assez pour continuer à progresser vers une forme vers laquelle j'aimerais être en natation. Puis finalement, maintenir mon niveau de course à pied. Ça, c'était mon 3e objectif. Je voulais pas m'améliorer nécessairement à course à pied, mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à travers l'entraînement du vélo, je me suis drastiquement amélioré en course à pied. Puis, je ne sais pas exactement comment je peux l'expliquer, ne serait-ce que par la complémentarité des sports, mais aussi plus spécifiquement, Charles Castonguay, un ami du podcast que vous connaissez bien maintenant, si vous écoutez le Pika Podcast, m'avait fait une analyse des faiblesses de mon patron de course, mais aussi des faiblesses musculaires. Je ne sais pas comment il avait appelé ça. Là. J'étais en boxeur devant lui. Bref. Puis, il checkait en faisant des tests où est-ce que j'avais des lacunes. Puis, mes lacunes principales à la course à pied, c'était aux ischio-jambiers. Donc, en arrière des cuisses. Et tout est lié, hein, en fait, quand tu penses à ça. Parce que mes ischios, ils étaient vraiment, vraiment faibles. Comme par rapport à tout le reste de mes muscles, des jambes. Et ça faisait, quand on regardait mon patron de course, que je compensais par les quads. Donc, je courais beaucoup par les quads et très peu par les ischios. Donc, vous pouvez imaginer une foulée de course là, où est-ce que tirer vers l'avant, c'est les quads. Puis après ça, quand tu vas kicker vers l'arrière, ischio, mollet. Puis en utilisant moins mes ischios, je compensais par les quads. Je faisais des semaines à 120 kilos avec presque pas d'ischio-jambier dans mon patron de course. Puis là, quand tu remets tout ça en perspective, la dernière fois que je me suis réellement blessé dans mon training de course à pied, c'était des tendinites au quad. Donc, qui seraient très, très fortement... En fait, les chances sont bonnes que ce soit fortement lié à mon patron de course qui surutilise les quads. Donc, tout ça étant dit, quand je suis embarqué sur le vélo, puis que j'ai commencé à faire des drills pour améliorer mon coup de pédale, donc pour être capable de faire vraiment le 360 avec ta jambe, toute la section, à partir de 45 degrés jusqu'à l'autre côté, 45 degrés jusqu'à 240, c'est quoi l'autre bord? En tout cas, peu importe, là, vraiment, ça, peu importe. 90 degrés jusqu'à 270 degrés, c'est ça, cette section-là, exact. Tout le monde criait dans son char pour me donner la réponse. Fait que de 90 à 270, c'est l'ischio qui fait ce travail-là. Puis quand j'ai fait des drills de pédaler plus lentement, j'ai réalisé que mon ischio se réveillait tranquillement. Mon ischio devenait de plus en plus fort. Puis quand j'allais courir, puis que je portais une attention particulière à mon patron de course, quand je faisais des intervalles, etc., je sentais vraiment que j'étais capable de kicker par en arrière. Puis que mon patron était vraiment plus balancé. Puis bref, juste depuis que j'ai commencé à faire du vélo, puis c'est plurifactoriel aussi, dans le sens où, oui, j'ai commencé à faire du vélo, fait que j'ai fait plus de zone 1, j'ai plus de mes jambes sont plus fortes, mais j'attribue principalement ça au fait que j'ai réveillé mes ischios. Puis pour les mêmes battements par seconde, en termes de fréquence cardiaque, il faudrait que je fasse un test de lactique pour vérifier si le lactate suit aussi ce que je dis là. Mais pour les mêmes fréquences cardiaques, j'ai passé d'un tempo à 3,45 du kilo à 3,32 à 3,35. Fait qu'entre 3,32 et 3,35, fait que c'est un 10 secondes du kilo que j'ai amélioré dans les derniers 6 mois où est-ce que j'ai commencé à faire pour de vrai du vélo. Donc ça, c'est massif.
Puis, en sachant que je venais ici, je reviens sur pourquoi mes objectifs de mon voyage en Espagne. En sachant que je venais ici pour travailler mon vélo, ben mon objectif de garder la fitness ou du moins garder les acquis à la course à pied, maintenir le niveau de la course à pied, ben je savais que si j'améliorais encore mon bike, les chances étaient bonnes que je puisse aussi progresser à la course. Fait que je voulais pas mettre nécessairement une attention particulière sur la course à pied. Tout ça pour dire que les sports, c'est génial parce que c'est complémentaire. Puis je le réalise de plus en plus. Bref, retour sur mon travel vlog. Quand je suis arrivé ici, décalage de 6 heures, j'ai réussi à quand même dormir dans l'avion. Fait que ça te donne un bon coup de main. Mais 2 jours après mon arrivée, on avait planifié un week-end de bike à Altea. Altea qui est sur le bord de la Costa Blanca. Fait que quand vous voyez une carte de l'Espagne, vous avez Madrid qui est à peu près au milieu ou peut-être un petit peu au nord-ouest. Vous avez Barcelone qui est carrément à l'est de Madrid, à peu près 2h30 de TGV, fait que c'est, je pense que c'est 350 km, peut-être même un peu plus que ça. Puis en bas de Barcelone, en haut de Barcelone, vous avez Gérone, où est-ce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui vont. Puis en bas de Barcelone, vous avez Valence. Puis de Valence jusqu'à Alicante, c'est une côte avec plein de petites villes. Puis ça, c'est la Costa Blanca. Puis on était allé là en fin janvier, début février. On était allé à Dénia, qui était le même spot. Puis on avait vraiment aimé ça. Fait qu'on s'est dit, on retourne là. Puis entre-temps, j'avais entendu sur le podcast The Move, qui est le podcast animé par Lance Armstrong et aussi co-animé par Johan Bernil, qui se trouvait être le directeur sportif dans le temps du US Postal Service de Lance Armstrong. Fait que un autre qui a perdu sa licence du UCI pour le cyclisme professionnel. Bref, c'est vraiment une autre histoire parce que j'écoute quand même leur podcast puis j'aime ça. Là. C'est vraiment une autre histoire. Je ne m'embarquerai pas là-dedans, en fait. Je réfléchissais à ce que je m'embarque là-dedans puis la réponse, c'est non. Bref, Johan Bernil, il dit que le paradis des cyclistes, c'est la Costa Blanca et c'est Altea, la ville d'Altea. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller là. Parce qu'il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Il y a des cols de plus haute et plus basse altitude et intensité. Puis les automobilistes sont habitués d'avoir des cyclistes partout. Il y a des rides que tu peux faire, ça finit plus. Fait qu'on est allé là. On a loué un Airbnb à Altea. Puis honnêtement, c'est absolument incroyable. Je recommande à n'importe qui aime faire du vélo. C'est vraiment un spot dingue. C'est une des premières fois que je dis ce mot-là dans toute ma vie. C'est un spot fou. Tellement que pendant que j'étais là, je regardais autour. Puis là, comme j'ai expliqué, je suis capable de travailler à distance maintenant. Je regardais autour de moi puis j'étais comme, genre, l'immobilier est tellement pas cher. En plus, je me disais, faut que j'achète un condo ici. Je viens ici l'hiver, quand je peux, quand je veux. Sinon, le reste du temps, je le loue en Airbnb. Ça pourrait être une pub d'Airbnb. Vous avez peut-être entendu la pub d'Airbnb jouer au début du podcast, là, mais ça pourrait en être une encore. Je le transforme en Airbnb. Un Airbnb spécifique aux cyclistes, où est-ce que quand tu arrives là, tu as des petites bonbonnes de CO2, tu as des cartes GPS à aller downloader sur ton ordi, sur ton Garmin en avant, tu as une pompe à pression pour laver ton bike. Tu sais, tu laisses toutes des affaires pour les cyclistes. Fait que c'est comme un peu un clé en main. Tu as juste à amener ton bike, tu pognes ça pendant une semaine. Bref, je rêvais un peu éveillé en faisant ça, mais c'est même pas un rêve si fou. Au sens où tant qu'à acheter un condo en Floride, là, encourager prochainement Donald Trump, ben tu viens ici, tu t'installes. Oui, il y a du décalage, mais si tu le fais comme du monde, c'est vraiment pas si pire. Ça coûte vraiment moins cher. Puis, il n'existe pas des routes de vélo comme ça, nulle part en Floride ou nulle part au Québec. Bref, c'est pas dit que je le ferai pas.
Mais c'est pour vous expliquer à quel point c'était sick. Là-bas, on a fait couple de grosses rides. Une des rides qu'on a faites, c'était le port de Tudon, Puerto de Tudon, qui est une montée de 20 kilos constant, à peu près à 5%. Tu montes pendant 20 kilos. Le dernier 5 kilos est plus autour de 9-10%, là, fait qu'il pince un petit peu plus. Mais tu montes à peu près 1000 mètres de dénivelé, one shot. Puis après ça, tu redescends. Mais des montées comme ça, c'est tellement le fun. Là, parce que tu as de la perspective. Tu sais, au Québec, tu es capable de faire une ride de 1000 mètres de dénivelé positif, mais ça sera jamais comme ça va être 1000 mètres sur toute ta ride. Ça va être des hauts, des bas, des hauts, des bas. Peut-être que si tu fais des passages avec beaucoup de dénivelé, ben là, ça va monter tranquillement, puis ça va redescendre tranquillement. Là, c'est un pic. Vraiment. Le col de Tudon, je pense que c'est un catégorie 2 quand que les pros y vont. Là. Fait qu'on a fait ça. On a fait aussi le col de Rates. Le col de Rates, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je l'ai déjà fait quand on est venu la première fois en janvier-février. Puis c'était la première fois que je me frottais à un col européen. Puis dans ma tête, je me disais, c'est débile, ça n'a pas de sens. Puis finalement, après avoir fait le port de Tudon, j'ai réalisé que le col de Rates, c'était vraiment, au final, un petit col pour les pros. C'est un catégorie 2, lui aussi, mais le col de Rates a une vue absolument débile. C'est pour ça qu'il est comme reconnu comme étant légendaire. C'est pas parce qu'il est vraiment difficile, mais c'est parce qu'il est vraiment beau. Tu es en bas, puis tu vois où est-ce que tu s'en vas. Tu vois la route en haut. Tu vois l'observatoire en haut. Tu te dis, Chris, il n'y a aucune chance que je me rende là. Puis finalement, clac, 30 minutes plus tard, tu es rendu. Parlant de 30 minutes plus tard, la première fois que j'ai fait le col de Rates, je me suis dit, je vais monter tempo le plus vite que je peux, dans le fond. Quand on fait des rides, ma blonde et moi, c'est ça qu'on fait. On roule ensemble quand on est sur le plat, mais quand on arrive dans des montées et que ça me tente de pousser un peu, ben on se dit on se rejoint en haut, j'arrive en haut, je vais la rejoindre en bas et rendu dans la montée. Puis ça nous permet de rouler ensemble, mais en même temps de pouvoir s'entraîner parce que, tu sais, moi, c'est un peu ça que je veux faire aussi, tu sais, m'entraîner, puis elle aussi, puis elle veut pas non plus que je l'attende tout le temps, puis elle veut faire ça à son rythme aussi. Fait que c'est comme l'entre-deux qu'on a trouvé, puis ça fonctionne vraiment bien. Bref, la première fois que je l'avais fait, je l'avais monté en 28 minutes. Puis là, cette fois-ci, je l'ai monté en 20 minutes. Puis en arrivant en haut, je me dis, Chris, il me semble que c'était vraiment plus facile que la première fois. Pour plein de raisons. 3 mois plus tard, j'imagine que ça fait une différence, c'est sûr. Mais aussi parce que je savais c'était quoi. Puis je savais c'était quel type d'effort. Donc, ça a vraiment passé mieux. Cette fois-là, le col de Ratet, c'était comment? Finalement, c'est vraiment pas si pire. Puis après ça, on a fait une autre ride plus casual, où est-ce qu'on n'a pas monté de col, on a juste fait un petit circuit. Et il est arrivé quelque chose c'est assez exceptionnel. À un moment donné, on arrête un petit café pour prendre un café puis un burger. Impossible Meat, le Impossible Burger. Puis, on est en train de manger, puis là, il y a 2 gars qui arrivent. 2 gars habillés avec... ils arrivent en vélo avec leur vélo, ils mettent leur vélo sur le rack à vélo. Puis, juste à voir leur vélo, tu fais, ouais, les gars, c'est sûr, c'est des pros, là, tu sais, ils ont le vélo nickel, Top Gun. Puis, les gars sont dans des kits d'équipe pro. Il y en a un qui est dans un kit d'AG2R Decathlon, puis l'autre est dans un kit de Visma Lease Bike. Fait que là, moi, je les vois, puis là, je me mets un peu à geeker parce que je suis vraiment ça attentivement. Le cycliste, genre, c'est vraiment une passion. J'écoute toutes les recaps d'étapes quand je peux pas écouter les étapes. Sinon, je suis les étapes. Je connais les riders, mais là, eux autres, je les connais pas. Fait que là, on va sur le site de AG2R Decathlon, regarde le line-up, trouve le gars. Il s'appelle Dries de Bont. Là, je sais pas si je dis bien son nom, là, probablement pas, parce que c'est un Belge. Et l'autre gars, j'ai oublié son nom, mais c'est un autre Belge de Visma Lease Bike. Fait que là, je me mets à les stalker sur
sur Strava, comme quelqu'un, genre, hey, check les filles, comment ils sont chaudes, là je stalk là sur Instagram, c'est comme, non, check le gars, man, j'ai 2 heures décathlon, le stalk sur Strava. Puis là, je vois qu'elle a fait plein de rides dans les derniers jours, dans ce spot-là, sur la Costa Blanca, des rides de 170 kilos où est-ce qu'ils pognaient toutes les cols possibles et imaginables, Tudon, Rates, tout type de montée. Puis là, je me disais, faut que je parle, faut que j'aille parler au gars, je peux pas croire. Puis là, ma blonde, elle me trouvait cave parce que j'avais l'air d'un gars trop gêné, genre d'aller parler à une célébrité, là, mais les gars, c'est pas des rockstars, là, c'est des domestiques sur des équipes du Pro Tour, c'est hot en crise, mais il y a personne qui reconnaît, là, à part moi qui geek là. Puis, tout ceci étant dit, Dries de Bont, il a déjà gagné une étape du Giro d'Italie, fait que c'est quand même pas world class, là. Anyway, c'est pas ça le point. Fait que là, je me dis, faut que j'aille leur parler. Fait que là, amené, lui, il se lève, il s'en va vers son bike. Puis là, je me dis, c'est l'occasion. Fait que je me lève, je vais le voir, puis là, je fais... j'espérais qu'il parle français, c'est un Belge, je me disais qu'il y avait des bonnes chances. Je fais, tu parles français? Il fait, ouais. Puis là, je dis, cool. Je dis, ma blonde puis moi, on est ici pour une fin de semaine de vélo, puis on se demandait... il nous reste une ride à faire demain, puis on se demandait si tu avais une place à recommander, tu sais, dans le coin. C'est quoi que tu recommanderais? On a fait Rates, on a fait Tudon. Il reste le col des Beaux, qui était une autre montée que j'avais spoté. Il reste le col des Beaux qu'on n'a pas fait encore. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il est un petit peu plus loin dans les terres. Là, il me regarde, il fait tu peux regarder sur Strava, tu connais Strava? Là, je fais oui, je connais Strava. Puis il dit, tu peux regarder sur Strava, il dit, tu regardes toutes les rides que j'ai faites, là, il dit, mais le col des Beaux, ouais, ça vaut vraiment la peine. Puis là, je fais, OK, good. Puis là, il me regarde, il fait, est-ce que tu connais mon nom? Moi, ça faisait 30 minutes que je le stockais l'autre bord, là, sur l'autre table. Là, je fais, oui. Puis là, il me regarde avec la face d'un gars qui, tu sais, il doit pas avoir beaucoup de monde dans ce coin-là qui connaît son nom, tu sais, juste de vue. Fait que là, il me regarde, il fait, OK. Bonne journée. Il s'en va. Là, moi, je reviens m'asseoir à table. J'étais comme un peu starstruck. Puis là, je fais, je peux pas croire, les gars, c'est ça leur vie. Genre. Nous autres, on paye pour être ici. Là, on vient ici, on prend une fin de semaine de congé. On vient ici, on loue un Airbnb, on paye nos dépenses, nos tout. Eux autres sont là assis dans un café. Le même café que nous, on a choisi. Là, sont là. Puis, ils s'entraînent. Je trouve ça hot. Je trouve ça débile. Puis il était là, il prenait un petit café. Ah oui, puis un autre apprentissage que j'ai vu, eux autres, quand tu fais un coffee ride, de même, parce qu'eux autres, c'est un coffee ride, j'ai vu le lendemain que c'était juste, entre guillemets, 100 kilos qu'ils faisaient à basse intensité pendant la ride pendant laquelle ils sont arrêtés au café. Mais le gars, il se prend un café, puis tant qu'à juste prendre un café, pourquoi pas mettre des carbs dedans? Fait qu'il a mis 3 bâtons de sucre. Je sais pas exactement c'est combien de grammes, mais c'est quand même pas mal. Là. 3 bâtons de sucre dans son café. Café que devait goûter sucré en crise, mais ça devait être quand même... Mais ça devait être utile, en fait. Fait que la prochaine fois que je fais des petites coffee rides puis que je fais un arrêt au milieu, mets du sucre dans ton café. Puis les gars, ils ont pris une tranche de gâteau. Les 2 gars, ils ont pris un café avec 3 sachets de sucre, puis une tranche de gâteau au chocolat chaque. J'ai trouvé ça quand même étrange, mais aussi ingénieux. Puis ça fait changement des jujubes puis du coke. Fait que bref, ça pour dire que c'était une rencontre extraordinaire. Puis ça m'a comme... ça m'a marqué, on dirait, ça m'a marqué l'imaginaire. Parce que c'est ça, je trouve que ça a l'air sick comme mode de vie. Puis c'est sûr que sur le long terme, ça doit être dur pour la famille, ça doit être dur de toujours être on the go, mais pendant une période de temps, ça doit être calissement le fun. Vraiment. Bref, je vais prendre une gorgée d'eau. Fait que si jamais je m'achète un condo à Altea puis que je le loue, vous allez être les premiers informés. Pour que vous puissiez, je sais pas, je vais faire un prix pour les auditeurs du Pika Podcast. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Ensuite, retour à Madrid.
Puis une affaire que je voulais vous raconter, c'est ma première chute à vélo. Fait qu'on est revenu dimanche. Lundi matin, je me réveille, je vais nager. Je sors de la natation. J'installe mes barres de TT, mes barres de triathlon, de time trial sur mon guidon de vélo. J'essaie de partir faire une ride. Ça va vraiment bien. Je suis confortable sur les barres. Tout va pour le mieux. J'arrive dans un petit village. Il y a un rond-point. Puis, pour une raison que j'ignore, on dirait que dans ma tête, j'étais Remco Evenepoel qui était en train d'essayer de gagner le Tour de France sur un contre-la-montre. Là. Je me dis, ah non, je vais le prendre, puis je vais garder ma vitesse dans le rond-point. Je ralentirai pas trop. Puis, sur mon GPS, c'était marqué que le rond-point, la route qu'il fallait que je continue était juste de l'autre côté du rond, dans le fond. Fait qu'il fallait juste que je fasse un genre de mini demi-cercle. Fait que là, je commence le rond-point, puis là, je réalise, aussitôt que je vois je suis encore sur mes bords de triathlon comme un asti de cave. Là. Puis là, je vois que la route est pas direct devant, mais est à 45 degrés l'autre bord, plus loin dans ma rotation. Puis là, c'est genre, la seconde que j'ai vu ça, je savais que j'avais pas le temps de ralentir, que j'allais rentrer direct dans... Il y avait comme un remblai de métal. Fait que là, je me suis dit, bon, soit je continue comme ça, je crisse les freins puis je passe par-dessus le remblai de métal, ou soit je me crisse sur le côté puis je glisse en dessous. J'ai décidé de glisser en dessous parce que le risque était moins grand. C'est ça. Parce que si je passais par-dessus, peut-être que ça allait bien aller ou peut-être que j'allais me casser quelque chose. Je me dis, au moins, je vais me graffiner puis je vais me péter à terre. Fait que j'ai glissé à peu près pendant 5 mètres en dessous du truc de métal. Sur le côté, sur mon côté gauche, ma hanche, ma main puis mon coude. Là, il reste encore des cicatrices. Ça fait 2 semaines de ça. Ben, c'est pas des cicatrices, c'est carrément des gales. Ça fait 2 semaines de ça. Ça l'a pas fait mal sur le coup. Mais j'étais comme désorienté complètement. Je savais pas trop quoi faire. Je me suis relevé. J'ai regardé autour. J'ai regardé mes plaies. Puis, je suis comme remonté sur mon vélo. Je me suis dit, ah, Chris, faut que je retourne. Faut que je retourne à la maison. Là. Fuck. J'étais un peu genre sonné. Pas que je me suis cogné à la tête, mais genre juste comme pas trop savoir qu'est-ce qui venait de se passer, là, tu sais, genre un peu dans le déni que je viens de me péter. Le vélo est correct. Je remonte dessus. Là, en tombant, ça avait comme chié mon GPS. Puis là, ça avait arrêté la route que je suivais. Puis là, je fais juste y écrire comme « Ramène-moi le plus vite possible vers chez nous, par la route la plus directe. » Puis là, je commence à biker en suivant mon GPS, en me posant pas trop de questions. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je regarde en haut, puis là, je vois « Bienvenue dans la région de Tolède ». Puis là, Toledo, c'est comme au sud de Madrid, mais genre à 100 km. Là, je fais « Tabarnak, ça m'amène pas pantoute chez nous ». Je sors mon sel, je regarde. Ça m'avait fait partir vers le sud pour aucune raison. J'étais rendu à... j'avais 60 km de fête. Je planifiais juste faire un petit 50 km relax, juste les bords de TT. Là, j'étais rendu à 60 km. Il me restait 45 km avant de revenir jusqu'à Madrid. Là, je filais plus pantoute. Là. Je saignais. J'étais plus capable de tenir mon guidon. Ça allait pas bien. Je retourne à Madrid. Je retourne en direction de Madrid. Ça m'a fait arriver sur le coin d'une autoroute. Ça me fait rouler sur l'accotement d'une autoroute à comme... Pas les autoroutes à 100 km/h ici, mais ça me fait arriver autour d'une autoroute de 80 km/h. Ce qui est quand même une route que tu peux rouler en vélo, mais qui est vraiment pas le fun. Tu sais, c'est genre dégagé, il y a des chars qui passent fucking vite à côté de toi. Là, je roule là-dessus, en épac, crevaison en avant. Là, je commence à vraiment en avoir plein le cul. Là. Je change mon pneu, je change la crevaison, mets ma nouvelle chambre à air. Commence à rouler sa chambre à air. Clac! Crevaison encore, c'est la même roue, à la même place. Là, je me dis, Chris, il devait avoir de quoi dans ma roue, je sais pas trop. Peut-être que mon pneu est fini. Sauf que là, j'ai plus de chambre à air, j'ai plus de façon de me rendre chez nous. Je suis à 25 km de chez nous. Honnêtement, je sacrais quand même. J'étais pas top dans ma vie à ce moment-là.
J'ai appelé, j'ai commandé un Uber. Uber Van. Le gars est arrivé dans sa van, il m'a vu, il a tout de suite vu que je voulais pas qu'on me pose de questions, puis je voulais comme m'en aller. No hablo espagnol, no entiendo, puis comme on s'en va là. Fait que là, le gars il avait de l'eau, il m'a permis de rincer un peu mes blessures avant qu'on parte, et j'imagine qu'il voulait pas que j'en mette partout dans son char. Mais finalement, j'arrive chez nous. Puis là, c'est la pire douche au monde. Tu sais, t'as de la peau éraflée. C'était terrible. J'y repense, puis c'était horrible. Bref, ça, c'est ma première chute de vélo. Puis honnêtement, l'apprentissage de ça, c'est... Si je veux faire de la vitesse, pas en compétition, je vais la faire sur le trainer. Si je veux faire de l'intensité, je vais la faire sur le trainer. Puis quand je vais sortir, je vais vraiment faire plus attention. Il y avait... Tu sais... Il n'y a aucune raison pourquoi je voulais prendre ce rond-point-là vite. Il y a aucune raison. J'y repense. Tu sais, quand tu te fais des affaires de même, la seule fois que je me suis cassé, mais pas la seule fois, je me suis cassé le poignet une fois. Puis, aussitôt que c'est arrivé, je me suis dit, Chris, il y a tellement d'affaires que tu aurais pu faire pour pas que ça arrive. Là, tu te sens tellement cave. Puis là, c'était comme ça que je me sentais. Je me disais, man, pourquoi tu étais ces bords de time trial dans un petit village en Espagne? Profite de ça, profite du rond-point, ralentis. Quand tu as une voie bien droite, clean, tu te mettras ces bords, tu accéléreras. Il n'y a aucune raison pour que j'essaie de prendre un rond-point rapidement. J'ai vraiment été cave. Tu sais, c'est juste ça. J'ai juste été cave. Puis c'est un apprentissage que je mets dans ma boîte d'apprentissage. Toute la semaine qui a suivi ça, j'ai continué à essayer de garder un rythme d'entraînement quand même correct, mais je sentais vraiment que le corps, il avait besoin de... Il mettait beaucoup d'énergie à récupérer de ces blessures-là. Même si c'est des blessures, j'ai été chanceux parce que c'était des blessures juste de surface, là, ça aurait pu être beaucoup pire, puis il y a du monde qui se pète bien plus que ça, tu sais. Mais... j'ai l'impression que le corps, il mettait beaucoup d'énergie à essayer de réparer ça, surtout les premières nuits là, où est-ce que j'avais des bandages, mais je sentais mes pulsations à travers mes plaies, mes bobos. Puis, je dormais mal. Fait que tous les entraînements suivant ce moment-là, pour la semaine au complet, j'étais vraiment sous maximal. Fait que je me suis dit, je vais me laisser quand même du temps. Je vais pas trop essayer de power through, je vais me laisser le temps de récupérer, je vais prendre soin de mes affaires, je vais profiter de Madrid, profiter de la place, profiter de ma blonde, puis c'est ça. Fait que tu sais, finalement, rien de cassé, ça aurait pu être pire, mais mon idée, c'était aussi de travailler mes barres de time trial, puis là, à cause de mon bobo sur mon bras gauche, je peux pas faire de barres de TT, fait qu'on reviendra sur mes prochains objectifs là, à la fin de ce petit vlog-là, de ce petit recap-là. Fait que la semaine passe, puis la semaine d'après, ben, je commence à reprendre le training comme du monde. Je commence à reprendre mon élan d'entraînement, si on veut. Puis là, je veux parler un petit peu d'une semaine typique, parce que je pense que je suis arrivé sur une bonne formule. Puis peut-être que vous allez pouvoir l'appliquer à votre propre entraînement. Pardon, j'ai bu une gorgée d'eau pour ceux qui ne sont pas sur YouTube. Il y a une grande majorité du monde qui ne sont pas sur YouTube en passant. Hein. Merci beaucoup à tout le monde, même que vous soyez sur YouTube ou non. J'apprécie que vous écoutiez le podcast. Donc, chaque semaine, j'essaie de ne pas faire plus que 3 entraînements d'intensité. Puis je suis arrivé à ce chiffre-là, non pas en suivant vraiment... la science. Tu sais, parce que la science t'a dit 80-20. Fait que si tu fais 10 entraînements, normalement, il y en aurait 2 intenses. Si tu fais plus que ça, si tu fais 15 entraînements, il y en aurait 3 qui sont intenses. Ça revient à peu près à ça. Mais la raison principale, c'est que j'ai réussi à trouver, avec le temps, en l'écoute de mon corps, le sweet spot pour moi. Puis c'est de 2 à 3 entraînements par semaine intenses. 1 à la course, 1 au vélo, puis après ça, j'en mets 1
de plus, soit à la course, soit au vélo. En natation, je fais pas vraiment d'entraînement intense. J'essaie de faire un set plus relevé par entraînement, mais la natation, je veux pas mettre trop d'énergie dans ça parce que je sais que mon gain est mieux de juste retrouver ma musculature spécifique à la natation versus essayer d'améliorer mes capacités aérobiques ou anaérobiques en natation. Là. Je sais que c'est pas ça dans quoi je devrais mettre mon temps. Fait que bref, un entraînement de course, un entraînement de vélo intense par semaine, et là, j'en rajoute un tout dépendant comment je me sens. Par contre, la chose importante à retenir dans mes découvertes, c'est qu'il faut écouter son corps. Et ça, c'est difficile. Parce que la plupart d'entre nous, on fait faire notre programme par un coach, mais il n'y a personne, 99,9% du monde qui écoute le podcast Tupika, vous n'avez pas un coach à côté de vous le matin qui va vous demander comment ça va, qui va prendre des mesures de votre niveau d'énergie et qui va être en mesure d'ajuster le programme. Par le passé, j'ai déjà fait faire des plans d'entraînement. Je me suis déjà fait suivre à proximité par des entraîneurs quand je faisais de la natation. Mais quand tu te fais faire un plan d'entraînement, que ton coach t'envoie une fois par mois et que vous avez peut-être un meeting par mois ou un meeting par semaine, si c'est un suivi qui est serré, quand tu te lèves le matin et tu te sens comme un cul ou tu sens que tu n'as pas d'énergie, mais que c'est marqué « va faire des intervalles sur ton plan d'entraînement », il y a deux choses qui vont se passer. Soit ça va vraiment te faire chier puis tu vas aller faire tes intervalles puis tu ne seras pas bon, ou soit tu vas aller faire tes intervalles puis tu vas t'approcher d'une blessure potentielle. Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, quand on se lève et qu'on n'a pas envie d'aller faire l'entraînement intense, on a l'espèce de discours envers nous-mêmes « Ah, si t'es faible » ou tu te sauves du grind ou tu essaies de couper les coins ronds. Puis on va se forcer à faire l'entraînement que ça ne nous tente pas de faire. On va se forcer à faire les choses que ça ne nous tente pas de faire. Mais, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand je suis en forme pour faire un entraînement d'intensité, 100% du temps, ça me tente d'aller le faire. Fait que 100% du temps, quand je me réveille avec une bonne énergie, quand j'ai bien récupéré la veille, quand j'ai pas accumulé trop de stress physique ou mental, quand je suis en forme, je vais avoir le couteau entre les dents puis ça va me tenter d'aller faire mon entraînement intense. Puis quand ça me tente pas, quand j'appréhende l'entraînement, quand je me lève le matin puis je me traîne un peu les pieds parce que je sais que ça s'en vient puis ça me tente pas d'aller le faire, c'est mon corps qui me parle. Puis ça, je l'ai compris beaucoup trop tard. Parce que comme la plupart du monde, quand ça me tentait pas de faire de quoi, je faisais « Ah, faut que tu passes par-dessus, man. » Mais ce que j'ai réalisé, c'est pas que j'aime pas ça m'entraîner ou c'est pas que j'aime pas ça travailler fort. C'est quand mon corps est prêt à le faire, ça va me tenter à fond. Puis, quand je reviens à mon 2 à 3 entraînements intenses par semaine, ben ça me tente 2 à 3 fois par semaine d'aller me défoncer. Puis après ces entraînements-là, ou avant ces entraînements-là, ça me tente. Pendant ces entraînements-là, j'ai du fun. Puis après ces entraînements-là, j'ai l'impression que j'ai vraiment gagné quelque chose. Versus quand je me force à y aller, c'est vraiment chiant avant. Pendant, j'ai pas tant de fun parce que je suis pas si bon, puis ça va pas assez vite, puis j'atteins pas mes objectifs. Puis après, ben souvent, t'as une petite tension qui apparaît. Souvent, tu es démoralisé parce que tu viens de faire des temps de marde. Puis il n'y a rien de fun là-dedans. Puis là, je vous parle à vous, à moi, des athlètes amateurs. Peut-être que pour les athlètes pros, souvent, ça ne leur tente pas. Encore là, je serais crissement curieux de vraiment prendre le pouls de ça. Là. Mais
Ça, c'est mon observation. Écoute ton corps, mais faut que tu apprennes à l'écouter, par exemple. Faut pas juste qu'à chaque fois qu'il y a un entraînement dur et que tu as des petits papillons, tu décides de ne pas y aller. Mais si vraiment tu aimes ça t'entraîner, si vraiment tu aimes ça te repousser, t'améliorer, le feeling que ça te procure, puis que des fois ça ne te tente pas pantoute, ben il y a quelque chose là qu'il faut que tu comprennes. Puis l'autre affaire aussi, que un coach qui t'envoie un PDF une fois par mois ne peut pas comprendre, c'est le stress sous toutes ses formes. Oui, le stress mécanique, c'est quantifiable par l'entraînement, puis les volumes d'entraînement, puis l'intensité de l'entraînement. Mais à ça vient s'accumuler le stress mental, puis le stress de la vie. Tu sais, si tu as une journée à job qui te demande tout ton jus mental, puis que cette journée-là, tu as des intervalles à faire, tu vas peut-être aller les faire, tu vas peut-être réussir, mais ça va te coûter tellement trop cher, tu vas accumuler tellement de stress pour rien. Ben pas pour rien, mais tellement de stress pour ce que ça va te procurer de positif. Fait qu'il faut apprendre à s'ajuster. Faut apprendre à ne pas suivre de façon aveugle un programme d'entraînement d'un entraîneur qui n'est pas avec toi tout le temps. Les programmes d'entraînement, c'est extrêmement bénéfique si tu es capable de toi-même jouer avec. Ou si ton coach il est vraiment hands-on, tout le temps là à te demander comment tu te sens puis tout. Mais c'est rarement le cas. Puis je pense vraiment que c'est une aptitude nécessaire à apprendre pour la pratique des sports d'endurance. Fait que ça, c'est ça pour ça. Ça, c'est ça pour ça. Ça, c'est ça pour ça. Après ça, la semaine passée, pour continuer dans mon vlog, après ces 2 semaines-là, à revenir de ma blessure, puis de mes blessures, puis à reprendre le grind d'entraînement, on a fait un autre fin de semaine au nord de Madrid. On est encore basé à Madrid, mais on avait loué un char pour se rendre jusqu'à Soto del Real, qui est au nord de Madrid, une chaîne de montagne qui est là. On avait vu la chaîne de montagne parce que c'est là que la Vuelta Femenina, qui est le Tour d'Espagne pour les femmes, s'était terminée. Et c'est là qu'en 2022, l'étape reine de la Vuelta d'Espagne chez les hommes avait eu lieu. Donc, on avait spoté une coupe de montée là-bas. Puis, là, on a réalisé l'ampleur, ou du moins la différence entre ce qui est un catégorie 2 puis un catégorie 1. Parce que nous autres, avec nos catégories 2, à la Costa Blanca, que j'ai parlé tantôt, on trouvait que c'était rough. On était là, Chris, man, ça monte, ça monte, ça monte. Là, ça, c'était 2. Il y avait 2 catégories 1 là-bas, que tu peux prendre des 2 côtés, les 2. Puis, la première journée, on les a faites les 2, one shot. Puis là, c'est pas 20 minutes de montée, c'est 50 minutes de montée. 50 minutes à 1 heure. Puis, ça lâche jamais. Ça ne lâche jamais. Tu montes, puis là, c'était pas du 5%, c'était plus du 8% de moyenne, du 7,5-8% de moyenne pendant 50 minutes. C'était tough en tabarnak. C'était tough en tabarnak, mais vraiment le fun. Puis là, ça m'a juste fait réaliser que dans le fond, les montées après ça, les hors catégories, fait que tu sais, les grosses de grosses, là, celles qui sont légendaires, les Ventous, les Tourmalets, ces affaires-là, je peux même pas imaginer de quoi ça va avoir l'air, puis ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille en faire dans ma vie parce que cette expérience-là était incroyable. Puis c'est ça. C'était juste fou. On a fait 3 jours de vélo. On a fait cette journée-là où est-ce qu'on a fait les deux catégories 1. Après ça, la journée après, on a fait un tour. On n'a pas fait de col nécessairement, ni de montée, mais c'était quand même une journée à 50 kg avec 80 mètres, 800 mètres de dénivelé. C'était juste un peu pour se remettre les pattes. Puis après ça, on a refait autour de 90 kg. Mais cette fois-là, avec un catégorie 2 qu'on avait vu, qui était dans le parcours de la Vuelta d'Espagne de 2022. Puis là, ce catégorie 2-là, je me suis réveillé ce matin-là, j'avais les jambes là, tellement fortes. Je me suis dit, hey, je vais essayer, dans le fond, de le monter le plus vite possible. Je vais essayer carrément de faire cette catégorie 2-là qui durait comme 5 kilos. Quand même constant, là, tu sais, du 6 à
6 à 9% avec quelques petits passages en haut de 10%. Mais je me suis dit, je vais le monter le plus vite possible avec le plus de power possible. Fait que la montée m'a pris 15 minutes. Mais avec... puis là, j'étais comme, Chris, il me semble que j'ai vraiment été bon. Il me semble que j'étais sur la coche. Puis là, en finissant ma ride, pardon, je regarde mes powers sur 5 minutes et 8 minutes. Puis tu sais, c'était une montée de 15 minutes. Fait que j'avais pacé pour 15 minutes. Mais j'avais quand même fait mon best power sur 8 minutes et 5 minutes d'à peu près 20 watts. Puis j'étais comme ça, Chris, il me semble, ça se peut pas. Fait que là, tu sais, j'ai vérifié toutes mes affaires. Mon power meter était calibré, mes trucs étaient legit. Mon heart rate faisait du sens. Fait qu'après ça, le lendemain, je me dis, Chris, je vais m'essayer quand même sur le power meter, sur le trainer pour voir tu sais, si c'est juste mon power meter qui est off. Finalement, non. C'était vraiment ma forme de ce moment-là. Donc, des gros gains. Énorme gain dans le dernier 2 mois. Là. C'est quand même assez fascinant sur le vélo. Je suis vraiment content de ça. Puis, c'était vraiment le fun comme fin de semaine de vélo. Je recommande grandement aussi. Si vous êtes à Madrid, dans le fond, il faut quand même louer un char parce que c'est 50 km au nord. Là. Ça se fait se rendre là en bike. Il y a comme une piste cyclable qui se rend jusqu'en haut. Mais ça fait que tu arrives dans les montagnes, tu as déjà 60 kg de fête, puis là, tu commences à monter des catégories 1. Ça se fait si t'es fort en tabarnak. Là, mais sinon, si tu veux vraiment profiter à plein puis faire plus qu'une montée dans une journée, je recommande vraiment de prendre un char, de monter là. Super le fun. Vraiment de la bombe. Fait que bref, tout ça pour dire que là, je suis ici dans ma dernière semaine à Madrid. Puis, je suis vraiment content du travail accompli, des apprentissages que j'ai faits. Je suis satisfait, heureux. Puis, quand même, c'est ça. Pas que j'ai hâte là, de retourner au Québec parce que je suis vraiment bien ici, mais j'ai hâte de revenir rider dans des terrains connus avec du monde que je connais. Puis surtout, j'ai hâte aux objectifs de l'été. Parce que je vous avais parlé de mes objectifs de faire un demi-Ironman cet été. Mais là, j'ai des objectifs un petit peu plus concrets à noter pour le prochain qui s'en vient, qui est un triathlon olympique, le triathlon de Québec, le 1er juin. Je vais finir là-dessus, là, vous parler de mon objectif pour cet objectif-là. Mon plan, c'est de tester un triathlon pour voir si j'aime ça, pour voir qu'est-ce que ça me dit comme effort, comme durée, etc., avant de commencer à m'acheter de la gear. Parce que si tu veux vraiment t'équiper pour un triathlon solide, ça va te coûter 20 000 $. Puis même si les affaires vont bien de mon côté, j'ai pas cet argent-là à dropper sur du gear pour l'instant, avant même de savoir si je suis content ou j'aime ça. Fait que je veux vraiment tester ce sport-là. Puis je trouve qu'un triathlon olympique, c'est quand même une bonne distance. Fait que c'est 1,5 kg de natation, 40 kg de vélo et 10 kg de course. Mes objectifs vont comme suit. La natation, dans le fond, c'est carrément de tester nager avec un wetsuit. Je sais que ça peut paraître con parce que je fais de la natation depuis que je suis tout petit, mais j'ai jamais nagé avec un wetsuit de compétition. Et là, j'en ai un de Arena qui ont eu la gracieuseté de m'envoyer leur wetsuit pour que je le teste. Et ben c'est ça, je vais avoir l'occasion de nager peut-être une fois avec un wetsuit avant. Mais bref, mon objectif, c'est de partir avec un wetsuit, le 1,5 kg, y aller tempo, là, je veux pas me mettre de pace en tête parce que je sais même pas à quoi ça va ressembler avec un wetsuit dans de l'eau libre. Là, de l'eau libre, j'en ai déjà fait par le passé, je me débrouille assez bien là-dedans, mais je sais pas ça peut ressembler à quoi des paces, fait que je veux même pas mettre d'objectif en tête, je veux juste nager, tempo, effort soutenu en wetsuit, voir où est-ce que ça m'amène, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite, pour les transitions, ben, j'ai pas de tri-suit. Parce qu'encore une fois, avant d'acheter un tri-suit, je vais voir si j'aime le triathlon. Fait que je vais avoir un brief. Mon plan, c'est ça. OK? Mon plan, c'est ça. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon plan. Ceux qui ont déjà fait du triathlon. Dites-moi s'il y a des affaires auxquelles je pense pas. Là. C'est sûr qu'il y en a plein en passant. Mais dites-le moi quand même. Fait que je vais avoir un brief en dessous de mon wetsuit. Fait que mon plan, quand je vais arriver la première transition, c'est juste d'enlever le wetsuit. Là, je vais avoir un bib
puis un jersey de vélo que je vais essayer de mettre le plus vite possible. Puis, probablement des bas. Je sais qu'il y en a qui font ça sans bas, mais j'ai l'impression que je vais mettre des bas quand même. Fait que je vais mettre mes bas. Puis ça va être ça. Je vais avoir un kit de bike, dans le fond, bien normal. Là. J'ai rien d'aéro, j'ai pas un casque aéro, j'ai pas, comme je disais, un bike aéro. Fait que justement, mon bike, ça va être mon bike Garneau. C'est un bon bike, mais c'est pas un bike comme... c'est pas un bike à 15 000 $, là, t'sais. C'est un bon bike de route, mais c'est pas un bike de tri 100% carbone avec les roues qui tournent seules. C'est un bon bike d'entrée, là, tu sais. Fait que je vais avoir mes barres de TT dessus. Puis là, le but, c'est vraiment de voir à quoi ça ressemble, ce pacing-là. En tête, je pense que je veux pousser 280 watts pendant 1 heure. Je sais que ce serait un effort, mettons, qui me mettrait pas dans le rouge, qui me permettrait probablement d'aller à une bonne vitesse. Mais encore une fois, j'imagine tout dépend de l'aérodynamisme puis du bike, là. Puis je sais même pas si je vais être capable de faire 280 watts dans cette position-là pendant 1 heure. Mon feeling, c'est que 280, c'est tellement en bas de mon FTP que je pense que ça va se faire là, assez bien. Fait que je viserais ça, 280 watts. Je viserais avec à peu près 120 grammes de carbs par heure là, dans mes bouteilles puis tout. Je vais en reparler de ça. Ensuite, transition. Je vais avoir encore mon brief. Comme ça, je ne vais pas me mettre à poil dans la transition, mais je pense que je vais juste carrément mettre short t-shirt. Là, enlever le bib, mettre short t-shirt. Puis, pour la course, c'est un 10 kg. Je sais, j'ai aucune idée mes jambes vont ressembler à quoi après 1 heure de bike à 280 watts. Peut-être que ça va tenir, peut-être que non, mais tu vois, c'est ça un peu ça l'objectif de voir. Là. Puis j'avais en tête 3,40 de pace, parce qu'en ce moment, 3,40 de pace, je suis quand même capable de le tenir assez confortablement. Entre 3,40 et 3,45, surtout avec des souliers de carbone, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai couru avec les carbones. Fait que c'est ça, c'est un peu ça mon objectif, vraiment tester les trucs parce que j'ai vraiment aucun baseline, aucune idée de à quoi ça peut ressembler tout ça. Je sais même pas si je vais aimer ça. Mais bref, c'est ça la beauté du truc, la beauté de la quête du sport d'endurance. J'espère que vous avez aimé ça. Dans le fond, c'est vraiment freestyle, pas beaucoup de direction, mais écoutez, j'aime ça faire ça. Puis s'il y a 3 personnes qui écoutent qui aiment ça, ben je vais continuer à le faire. Fait que merci beaucoup, gang. Puis c'est ça. Bon début de saison estivale. Les courses arrivent à grands pas. Les objectifs sont bientôt. Je sais qu'il y a plein de monde qui s'entraîne, qui m'écoute, qui s'entraîne pour le demi-Ironman de Tremblant, le 70.3 de Tremblant. Ça s'en vient à grands pas. Toutes ces affaires-là s'en viennent à grands pas. Puis c'est vraiment excitant. Fait que c'est ça. Bon training, bon dépassement. Puis pensez à Upika pour vos besoins de nutrition, pour vos événements sportifs qui s'en viennent. Salut la gang.